Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous que le véritable propriétaire de la République à démocratiser du Congo, R du Congo, n'est pas le peuple congolais. Le véritable propriétaire n'est pas le peuple congolais. Le véritable propriétaire de la République à démocratiser du Congo est tout justement le Rwandais Paul Kagame, le président du Rwanda, de la tribu des Tutsis, qui depuis 20 ans déjà occupe la République à démocratiser du Congo. Et ce pays est d'ailleurs devenu sa propriété privée. Donc le véritable propriétaire de la République démocratique du Congo n'est que Paul Kagame. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais avant de faire le décryptage de ce titre de propriété qui est aujourd'hui vraiment attitré à Paul Kagame, je vous informe que nous, Congolais de Brazzaville, on n'a rien oublié. Pour ceux qui ont la mémoire courte, peut-être. Moi, j'ai une mémoire longue. Je sais que historiquement, à chaque fois qu'il y a eu changement politique majeur en République démocratique du Congo, il y a eu toujours des bouleversements politiques au Congo-Brazzaville et dans la sous-région. Cela veut dire qu'à chaque changement majeur ou brutal ou autre en République démocratique du Congo, il y a eu toujours des impacts ou des conséquences politiques, sociales et voire humanitaires, d'abord au Congo-Brazzaville et puis dans la sous-région. Et donc, vous devez vous méfier de cette diplomatie agressive de M. Denis Sassou Nguesso, qui depuis décembre jusqu'à nos jours, il est maintenant partout. Il n'a pas reçu mandat du Congo-Brazzaville. Retenez bien, il n'a pas reçu mandat. Il exerce un pouvoir injuste, illégal et illégitime. Par conséquent, il ne peut parler au nom du peuple congolais. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso a toujours roulé que contre ce peuple congolais, ce pays qu'il a noyé, qu'il a ruiné, et qu'il est là en train de se battre pour préserver sa vie et les privilèges de sa famille. Et n'oublions pas de ses donneurs d'ordre dans la France-Afrique, qui est aujourd'hui activement au sein de l'Union africaine dans cette crise qui se passe en République à démocratiser du Congo. Donc, si vous voyez Sassou Nguesso partout sur cette situation-là de la RDC, cela veut dire qu'il est contre la RDC. Il ne vient pas pour la RDC, c'est un pompier pyromane. Il n'a semé que bazar, chaos dans toute la sous-région. D'abord dans son pays, qu'il a massacré des vies. Le capital décès est énorme, du civil jusqu'au cadre civil, politique et militaire, avec les moyens de l'État, sous ordre de la France-Afrique. Et c'est un criminel en liberté, et que les gens cherchent d'abord à sauver leur vie, et lui, il cherche à sauver son pouvoir, et il rentre là parce que son employeur, qui est les cellules africaines de l'Élysée, la France, continue à maintenir ce monstre froid et qui risque d'ailleurs d'emporter d'abord le régime lui-même et aussi la France-Afrique au Congo-Brazzaville. Parce que notre climat de méfiance et de défiance, oui, la coupe est pleine. Et donc, Sassou Nguesso est là, il va régler des problèmes de la République à démocratiser du Congo, on ne l'a même pas demandé, on lui attribue des titres, on ne sait pas quels sont ces titres, quelqu'un qui est illégal et illégitime, ça devient un souci pour nous dans l'Afrique. Donc, quand vous voyez Sassou Nguesso là, sur la crise de la RDC, ça veut dire qu'il est d'abord en intelligence contre son propre pays, le Congo-Brazzaville, et contre aussi la République démocratique du Congo, et qu'ils ont aussi la mémoire des opérations Mbata, Makolo, tout ce qu'il Sassou Nguesso a fait contre ce peuple-là. Sassou Nguesso aussi, quand on le voit dans la sous-région, l'Afrique centrale, la CEMAC, il est contre parce qu'avec le bazar qu'il a créé en Centrafrique et compagnie, donc c'est un pompier pyromane. C'est un noir qui a été dressé, entraîné et conditionné
contre les intérêts d'abord de son pays et de la sous-région d'Afrique centrale et contre les intérêts de son propre continent, c'est-à-dire l'Afrique. Donc nous avions en présence de nous Sassou Nguesso un ennemi de l'Afrique qui se promène par-ci par-là avec les moyens de l'État congolais alors que la situation de son pays qui est déjà en ruine. Où trouve-t-il cet argent pour aller dans des sommets qui n'a même pas reçu mandat et qui sa mission là-bas n'est pas pour les intérêts de l'Afrique ni de cette crise, mais simplement pour éviter qu'il aille à la CPI et qu'il soit traité au moment qu'on va l'arrêter, et comme la chute de la plupart des dictateurs, et que le clan et tout le monde ait peur, et ils ont peur de ça. Bon, ceci dit, donc quand vous voyez Sassou Nguesso aujourd'hui, dites qu'au Congo, on s'en manque. 99% ne veulent pas. On cherche le moyen pour le prendre et récupérer d'abord nos vies, sauver nos vies, et puis récupérer notre pays, et puis le reconstruire. Parce que le bail du Congo-Brazzaville a été abîmé pendant 35 ans de dictature de Sassou et d'Nguesso. Donc nous voulons une période de travaux pour remettre ce bail-là aux normes structurelles et pour qu'il y ait un nouveau locataire. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc je reviens sur la République démocratique du Congo parce que c'est notre voisin et nous sommes liés au point culturel ou aussi géographique. Et donc, n'oublions pas les enjeux commerciaux et surtout pour les peuples. Oui, la condition de ces deux peuples est presque comparable vu au potentiel des ressources qui sont là. Mais on nous a placé des mauvais et qui sont là à jouer le rôle de leur donneur d'ordre. Bien sûr qu'ils ont été entraînés, conditionnés, dressés contre la race noire, contre le peuple congolais, contre eux. Donc Sassou Nguesso fait partie de ces derniers. Sous-traitants négriers, noirs de service, qui sont là, qui passent là, mais c'est la honte. Et quand on était dans des rencontres, quand ils voient Sassou Nguesso, certains ont envie de vomir. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, voilà les noirs. Donc il y a un dégoût en regardant ces genres de gens qui continuent à l'appeler président ou autre. Bon, bref. Toute chose a un début, une fin. Il y aura toujours un départ et un terminus. Le terminus, Sassou Nguesso va arriver. Bon. Donc, je vais traiter le cas de la République à démocratiser du Congo. Donc, nous avions un propriétaire qui, aujourd'hui, s'appelle Paul Kagame, le président du Rwanda. Il est de la tribu des Tutsis. Et donc, qu'on appelle les Tutsi Power. Et donc, comme on appelle Paul Kagame, le bien, il est en train de chercher à gérer son bien. La RDC, c'est son bien. Donc il faut qu'il puisse gérer ça positivement, son bien. Donc, peuple congolais de la RDC, je vous informe que le véritable propriétaire de votre pays n'est pas vous, le peuple congolais. Le véritable propriétaire, c'est tout justement Paul Kagame du Rwanda. Et qui, au sommet de ce titre, il y a des sociétés anonymes, parce que lui, il est président de la RDC. Lui, c'est la propriété, c'est lui le propriétaire. Mais en réalité, c'est des sociétés anonymes. Parce qu'au-dessus de Paul Kagame, il y a d'autres encore plus hauts. Donc Paul Kagame, c'est lui qui gère cette structure du Congo-Kinshasa. Mesdames, Messieurs, ben oui, Paul Kagame cherche désespérément un nouveau locataire qui lui conviendrait. Il souhaite éviter d'être roulé dans la farine par un locataire. Donc il cherche vraiment le véritable locataire. Donc, pour gérer ses biens, le premier locataire, le premier, il avait, lui, les propriétaires, donc il cherchait, il avait un locataire avant, il s'appelait Hippolyte Kanambe, qu'on appelle Joseph Kabila. Donc, Hippolyte Kanambe s'est transformé de locataire maintenant en intermédiaire. Il fait maintenant l'intermédiaire. Donc, c'est Paul Kagame qui lui a attribué ce rôle d'intermédiaire.
Et donc, cet intermédiaire qui s'appelle Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, a trouvé un nouveau locataire. Il s'appelle Félix Tshisekedi. Bon, problème, c'est que ce locataire, ce nouveau locataire, qui convient bien à l'intermédiaire comme au propriétaire, parce que Félix Tshisekedi convient à cet intermédiaire qui s'appelle Joseph Kabila et aussi à son propriétaire. Mais le problème, c'est que ce Félix Tshisekedi est contesté par l'amicale des locataires. L'amicale des locataires, c'est les Congolais. Donc tout Congolais peut devenir locataire, c'est-à-dire président de la RDC. Donc l'amicale des locataires, qui s'appelle le peuple congolais, conteste parce que, bon, bien sûr, parce que ils ne veulent ni de l'intermédiaire, ni de son propriétaire, parce qu'ils croient que le locataire là veut travailler avec l'intermédiaire là et le propriétaire. L'intermédiaire, c'est qui? C'est Joseph Kabila et le propriétaire Paul Kagame. Donc le nouveau locataire veut travailler avec ça. Donc ce qui dérange l'amicale des locataires, qui est le peuple congolais. Donc, deuxièmement, on pense que Paul Kagame a quand même volé ce titre-là. Il n'est pas à lui, il est au peuple congolais. Donc, il cherche à récupérer ce titre de propriété qui a été volé au peuple, qui se retrouve chez Paul Kagame au Rwanda, dont l'intermédiaire devient Joseph Kabila, avec son locataire Félix Tshisekedi. Donc, le problème, c'est que Félix Tshisekedi est-il le bon pour récupérer ce bail-là, dont le propriétaire est Paul Kagame et son intermédiaire Joseph Kabila. Donc c'est tout le problème de la contestation. Donc certains vont leur traiter des traîtres, des collabos. Bon, d'autres voient que c'est quelque part un visionnaire et qui veut récupérer ce bail-là sans violence. C'est comme demander à Pétain qui disait pour la paix, pendant que la France avait subi la débâcle pendant la Seconde Guerre mondiale, quand l'Allemagne a attaqué la France en 1940. Et Pétain avait dit, bon pour la paix, pour qu'on on détruit pas la France, bon, il faut acheter la paix. La paix, c'était donc la collaboration. Elle a duré 5 ans. Et vous avez vu les dégâts occasionnels qui sont toujours d'actualité. Donc, ce qui devient l'histoire de la France, qui est la honte. Donc, Pétain avait choisi la honte, mais il en a reçu le déshonneur. Et donc, ce problème-là de locataire, c'est un peu cette histoire de l'occupation. Nous avions dit que pour organiser pas une élection dans un pays occupé, un dictateur n'organise pas une élection pour la perdre, il a des plans A, B, C, D. Et qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Le défi est d'abord insurrectionnel ou tous les moyens disponibles pour faire partie de l'occupation. Mais là, on n'a pas cherché d'art. On cherche des solutions, soi-disant de la paix. La paix, c'est la compromission. La compromission, on a vu depuis l'histoire du monde, ça a toujours entraîné à la collaboration, à l'esclavage et tout ce que vous connaissez. Donc, le problème de ce locataire choisi par le propriétaire Paul Kagame pose problème. Mais bon, donc la situation devient instable. Donc il y a l'amicale des locataires, c'est-à-dire le peuple en tension. On va essayer de saboter ses biens. Et donc le propriétaire risque de... Voilà, donc tout ce qui pourra arriver après. Donc dans ce cas, bon, il a changé. Comme on dit, l'imagination et l'audace sont plus importantes que le savoir et le savoir-faire, ou même l'intelligence. L'imagination et l'audace, c'est plus important que l'intelligence, le savoir-faire. Pourquoi? Parce que dès qu'il a constaté ça, le propriétaire, Paul Kagame, a dit, tiens, bon, tout ça, ça me fait perdre du temps. Le temps, c'est l'argent. Donc, ce qui fait que, bon, Paul Kagame, on a profité de son titre de président en exercice de l'Union africaine pour changer d'intermédiaire.
Et donc, l'intermédiaire devient donc l'Union africaine, qu'on appelle vulgairement l'Union d'éducateurs. Et donc, l'Union d'éducateurs devient l'intermédiaire à la place de Hippolyte Kanambe, c'est-à-dire Joseph Kabila, l'ancien intermédiaire. Donc, l'intermédiaire aujourd'hui, choisi par le même propriétaire, est maintenant l'Union africaine. Et comme lui-même, il est aussi président en exercice de l'Union africaine, c'est comme on peut être au four et au moulin. Est-ce que c'est sous contrainte et autres, on ne sait pas. Bon, donc, Kabila n'est plus l'intermédiaire. L'intermédiaire, maintenant, c'est l'Union africaine. L'Union africaine, maintenant, a choisi, va vers un autre locataire qu'il a choisi, qui s'appelle Martin Fayulu. Bien sûr qu'il a l'avantage parce que déjà, l'amicale des locataires, c'est-à-dire le peuple, l'aime à 70%, contre 20% pour l'ancien locataire qui précédemment choisi. Le problème, c'est que ce locataire n'a pas, donc ce locataire n'a pas la confiance du propriétaire, c'est-à-dire Paul Kagame. Paul Kagame ne fait pas confiance à ces nouveaux locataires choisis par l'Union africaine, qui est peut-être en cours de téléchargement, hein, c'est-à-dire on cherche à le... Donc, entre les deux locataires, et quel locataire qui arrange le peuple ou les amicales des locataires? C'est tout justement Martin Fayulu. Mais du côté du propriétaire et de tous les intermédiaires, il me semble que ce serait Félix Tshisekedi. Donc nous nous retrouvons dans la situation de l'avocat général. Hein, maintenant, nous cherchons l'avocat général. Nous avons, il y a deux partis, Fayulu ou Tshisekedi. L'avocat de Martin Fayulu, c'est tout justement l'Union maintenant africaine. L'avocat de Félix Tshisekedi, c'est tout justement l'intermédiaire Joseph Kabila. Mais entre les deux, qui a tort, qui a raison? D'où le but de l'avocat général. Mais nous devons trouver l'avocat général. L'avocat général est l'avocat des deux parties, mais lui défend la société. Mais où trouver cet avocat général dans cette affaire-là? Donc ce n'est pas du côté de Paul Kagame, parce qu'il ne peut pas être au four et au moulin, juge et avocat. Parce qu'il est à la fois propriétaire et à la fois, à la fois propriétaire et aussi, bon, l'Union africaine, il est aussi quelque part intermédiaire. Parce que l'Union africaine, lui, là, en ce moment, le président en exercice de l'Union africaine. Donc, comprenez. Donc, nous sommes dans cette situation entre la défense et la partie civile. Entre l'avocat de la partie civile et l'avocat de la défense. Et au-dessus, il y a l'avocat général. Mais qui est notre avocat général? Parce que, bon, vous savez que pouvoir sans compte pouvoir. Vous avez par exemple, vous, de taux dans la régulation du taux de sucre dans le sang. Il y a des hormones qui sont là en guerre permanente. Il y a l'insuline qui cherche à baisser le taux de sucre dans le sang. Et c'est là ce qui risque d'entraîner, par exemple, le coma, parce que l'organisme a besoin d'énergie. Mais quand l'organisme a besoin d'énergie, eh oui, le glucagon, l'autre hormone hyperglycémiante, libère le taux de sucre dans le sang, on a faim, et il libère ça pour que le cerveau, qui est le premier consommateur d'énergie, puisse être bien, et tous les organes. Bon, mais entre les deux, c'est vraiment la guerre du pouvoir. Le pouvoir hyperglycémiante, c'est-à-dire augmenter le taux de sucre dans le sang, ce qui risque de provoquer le diabète. Ça, c'est le glucagon qui s'en occupe. Il y a l'insuline qui veut baisser. Mais entre les deux, il y a l'avocat général, qui est la somatostatine, qui est dans le cerveau. Et c'est lui qui fait le jeu. Quand le corps a besoin d'énergie, il bloque l'insuline. Et quand le corps n'a plus besoin d'énergie, il active l'insuline. Donc l'insuline est important aussi, et le glucagon aussi. Donc vous voyez ça c'est le corps est là, c'est qui rentre dans les lois métaboliques.
et qui sont très importants, qui doivent nous apprendre, non seulement du côté de la science, mais également de la société. Donc vous avez compris que cette situation est compliquée, et donc vous devez trouver le juste équilibre pour gérer ça comme on voit dans les sociétés constituées, c'est-à-dire les droits, mais aussi dans la science qui nous apporte le cas de la régulation du taux de sucre dans le sang. Vous voyez les conséquences du diabète sur la santé, c'est pas possible. S'il n'y a plus d'insuline, alors là, c'est fini. Hein. Le diabète et tout compagnie, on meurt. Donc il faut pouvoir, école pouvoir, il faut les régulateurs de pouvoir. Mesdames, messieurs, ceci dit. Donc la situation, il faut la situer comment? Que avant la réunion de l'Union africaine, là, donc le propriétaire, c'était Paul Kagame. L'intermédiaire, Hippolyte Kanambe. Le locataire choisi, c'était Félix Tshisekedi. Mais là, il y a souci. Et là, pendant ce temps, en ce moment, le propriétaire de la RDC reste toujours Paul Kagame. Et l'intermédiaire, maintenant, c'est l'Union africaine et ses satellites, France, Afrique et compagnie. Bon, le locataire choisi, aujourd'hui, tendance Martin Fayulu. Mais après, qu'est-ce qui va arriver après? Après, bon, ben, nous n'oublions pas que Martin Fayulu a gagné. Ça, il y a sans bavure. Comme le Congo-Brazzaville, Jean-Marie Michel Mokoko, comme au Cameroun, Maurice Kanto, comme au Gabon, Jean Ping, et au Tchad. Bon, bref, il n'y a eu que les hold-up électoraux dans cette sous-région. Donc, nous souhaitons que justice soit faite, c'est-à-dire la justice électorale. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison. C'est d'ailleurs la raison qui nous distingue fondamentalement des animaux. Il n'y a pas que la raison qui nous distingue des animaux, mais aussi l'âme et la conscience. D'ailleurs, au XVIIe siècle, pendant qu'on nous achetait en Afrique l'esclavage, qui battait plein comment on venait nous acheter, nous prendre comme des esclaves pour amener dans les Amériques et les Antilles. Les maîtres esclavagistes dont nous connaissions les fondements déjà scientifiques, en cours de géologie, on appelait géologie aujourd'hui, biologie ou autre, les buffons, les cuviers et tout ce monde-là, qui étaient de la science naturelle, je suis scientifique, naturaliste, voilà. Donc, on s'est demandé, avec les anthropologues de l'époque et autres, au XVIIe siècle, c'est-à-dire vers 1600 et quelques, jusqu'au même 1700, voilà. On s'est demandé, oui, est-ce que l'Africain est-il humain? On s'interrogeait. Vous avez vu les Noirs qui ont été exposés ici en France, dans les jardins d'acclimatation, dans le Neuilly, Paris 16e, même à Bruxelles, et partout on exposait les Noirs comme des animaux. On se demandait, est-ce que nous sommes humains? Est-ce que nous sommes des humains? Mais pourquoi? Parce que on se questionnait, est-ce que l'Africain a-t-il une âme, une conscience? Est-il raisonnable? Donc, il y a des choses qui peuvent dire en mon âme et conscience, non, je laisse tomber, quels que soient les enjeux. Ce n'est qu'une étape. Mais nous, on reste là entier. Bon, donc on se demande. Et pourquoi nous sommes si facilement conditionnables? On peut nous conditionner, entraîner et dresser contre nous, c'est facile. Est-ce qu'on a une âme et une conscience? Regardez tout ce qui se passe dans l'Union africaine, que ce soit les Sassou, les Guessou, les Kabila, les Kagame et tout ça. Ça risque de nous apporter des merdes dans la sous-région entre nous. Nous, on va s'entretuer, on va se faire de mal parce que le monde des causes et des conséquences, l'histoire se répète. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. La règle d'or. Donc, nous sommes là en présence des haines, des rancunes et des contentieux historiques et même des règlements de comptes en dormance. Donc, nous devons éviter ça. Mais pourquoi nous sommes quelque part comme prédisposés à tout ce malheur-là, à ne pas comprendre le son de la raison? Oui, mesdames, messieurs, l'introduction du Code noir au XVIIe siècle. Tapez sur Internet Code noir. Vous allez voir les fondements du Code noir. Vous allez voir que c'était humiliant pour les Noirs. Et 300 ans après, plus de 300 ans après, 400 ans après, nous n'avons pas changé. On répète les mêmes erreurs, et comme ça. Et les autres se moquent de nous. Ça devient les soucis, mesdames, messieurs. Donc je suis là pour éveiller les consciences.
Parce que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit raciale, ethnique, tribale, nationale et autres. C'est ce que j'ai défini moi comme ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, bon oui, bon, je vais répondre à une question qu'un internaute m'a posée. Monsieur a envoyé ça sur une réaction. Internaute a écrit avec la politique de Sassou Nguesso, vous risquez aussi de tomber dans le piège des Rwandais. Comme ils sont nombreux au Congo-Brazzaville. Réponse. Bon, monsieur, bon. Nous, on laissait la situation là. On sait que Sassou Nguesso est l'ennemi et le danger de notre pays. Mais le problème de ces Rwandais qui sont identifiés majoritairement, beaucoup étaient des Hutus qui étaient venus à la fin du génocide de 1994. Bon, ça c'était majoritaire, ça il n'y a pas de problème, on saura les gérer, c'est quelque part des Bantous. Les Hutus sont des Bantous, comme toute la sous-région là. Mais par contre, nous aurons des problèmes avec des Tutsis, qui ont l'esprit simplement d'occupation, de colonisation, ils nous amènent la criminalité et tout ça. Bon, donc, bien sûr que quelque part, ils sont comme utilisés contre les Bantous. Et ce qui se dessine. Donc, la situation je vous donne, hein, à la suite de Sassou, la priorité de traiter les problèmes d'immigration au Congo-Brazzaville sera d'abord les Tutsis. Donc, les Hutus, il n'y a pas de souci. Et on verra. Bon. Donc, pour le reste, nous, Sassou dégage pour après bas. Nous, on le sait que c'est le danger du Congo. C'est le danger. Il a ruiné ce pays. Il a détruit toute la sous-région. Déjà, les opérations Mbata Makolo que vous connaissez, que vous faites là. Tout là, il a peur de que vous venez l'attaquer après. C'est pourquoi il rentre là, dans la politique, là, pour faire. Regardez ce qui s'est passé en Centrafrique. C'est lui aussi. Il est partout là où il y a là où l'Afrique est dans la merde. Et là, il est là comme un oiseau volant. Il passe de sommet en sommet partout. Là où il y a tout ce qui est d'affichage, il est là. Il devient le problème. Mais pourquoi nous n'avions pas pu le faire partir? Donc, regardez de A à Z ce qui se passe chez vous. Chez nous, c'était déjà avant. Les problèmes du tribalisme, les problèmes des intérêts particuliers et partisans, les problèmes des conflits d'intérêts, les formations, tout mélangé, et plus le conditionnement. Hein. Les gens là sont déjà sous-emplis de Sassou Nguesso. Et ils ne savent pas que le monsieur est en train de noyer leur pays, en train de ruiner leur pays, et ils sont là en train d'attendre. Mais pourquoi il est encore? Donc, nous structurons, nous organisons. Il y a toutes choses à un début et une fin. Kabila et Sassou Nguesso, tous, ils vont partir. Tout le monde, on le sait dans les réseaux. On s'est dit, oui, il y a un qui tombe, naturellement, boum, il va partir. Donc, nous le savions. Donc, prenez votre responsabilité de repenser d'abord l'enjeu de la respectabilité interraciale. Parce que vous pouvez être là, africain, bien habillé, ou vous aller partout dans le monde quand vous avez un pouvoir. Mais regardez l'Africain naturellement en Inde, en Asie, dans le monde arabe, au Moyen-Orient, Proche-Orient. Même en Asie, partout. Sauf chez nous en Afrique et un peu en Occident, les grandes Antilles et un peu quelques les Amériques. Bon, je vous dis que partout le noir n'est pas respecté. Regardez, le blanc a un passeport universel. Un blanc peut passer partout. Parce que la valeur d'un peuple, d'une race ne se décrète pas. Ça se construit. À travers des épreuves qu'on montre qu'on est là capable. Je voulais toujours dire que, regardez la vidéo que j'avais fait avec Saneli Tambatamba, le 30 avril 2014, pendant que nous manifestions devant l'ambassade du Congo-Brazzaville, notre ambassade, à Paris, dans le 16e. J'avais fait dans cette vidéo que ma partie durait 5 minutes à peu près. J'avais dit que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de libertés fondamentales, de la justice même électorale, de la dignité, et n'oublions pas le but de la condition humaine et voie existentielle, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, énergie et autres, le respect du caractère sacré de la vie humaine. L'homme noir peut être riche, intelligent, pouvoir autre, on ne sera jamais respecté. Donc vous perdez votre temps de vous montrer, comment dire, si tu es noir, va te faire voir. Et donc, vous le savez bien que les enjeux de la respectabilité commencent par là. Nous voulons les gens éduqués, civilisés, parce que l'ignorance, c'est la pure des souffrances. Et il ne suffit pas d'avoir une éducation, mais il faut aussi avoir l'esprit de la vertu, de l'intelligence et
du vivre ensemble et de l'intérêt général aussi, et parce que nous sommes désormais dans un monde interdépendant. Il est global. Il y a des gros et petits poissons. Comment trouver ce juste équilibre? Quand vous voyez les oiseaux dans la nature, quand ils sont attaqués par les prédateurs, ils se font des balais, ils se regroupent entre eux. Regardez même dans les profondeurs des océans, quand les sardines sur le couloir mozambicain entre l'Afrique du Sud et en allant vers le couloir mozambicain ou autre qui va vers, en passant entre la Madagascar et jusqu'aux Seychelles et autres. Pendant l'hiver austral, il y a des bords de poissons, des sardines qui sont là, et qu'ils font des balais, tu vois. Même la plupart des poissons font des balais, ils tournent parce qu'ensemble, on est unis. Mais quand vous n'êtes pas capable de vous entendre sur un projet commun, faire partir l'occupation et récupérer votre pays, mais combien de temps quand ils ne seront plus là? Donc il faut se mettre cette idée en tête. Parce que la haine qui s'est fait aujourd'hui, la xénophobie qui s'est passée au Congo-Brazzaville contre nos frères de la RDC, nous on était là, on regardait, mais c'est quoi cette affaire? Et quand les gens viennent, ah vous les Congolais de Brazzaville, vous aimez pas, vous êtes haineux, vous êtes racistes. Oh. Mais vous voyez l'interprétation. Parce que ces gens-là sont venus diviser. Notre but est d'abord de récupérer ce pays et apporter ce minimum d'éducation. Parce que nous voulons être libres, dignes chez nous. Pauvres ou riches, autres, mais on veut rester dignes chez nous. Qu'on ne vienne pas nous massacrer et comme ça, abusivement comme ça. Quelle famille en Occident ici, même intégrée ou pas, qui a des enfants, petits-enfants et autres, qui veut aller dans son pays, même dans son village, aller construire un havre de paix. Nous avons des espaces là-bas énormes. Pour un truc de 5-10 000 euros, tu peux construire tout un domaine. Avec les moyens aujourd'hui, l'intelligence de tout ce qu'on connaît quand on voit les constructions écologiques, avec les moyens tout, des systèmes autogérés d'énergie et tout ça, on peut le faire, c'est possible. Mais vous allez faire ça où? Dans un endroit où à tout instant, il peut arriver une guérilla ou une guerre, ou les trucs qui sont passés à Bandundu, hein, à Yumbi, enfin de la terre de Moya, à Kotipoko. Vous voyez, chaque fois qu'on va créer une crise, on va massacrer les gens, on provoque des crimes comme ça. Ça devient insoucié. Donc on revient sur cette problématique. L'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme, une conscience? Est-il raisonnable? Et donc on revient là. Bien entendu que nous sommes des humains. Mais tout, l'enjeu surtout d'éducation. Parce qu'elle est la première et fondamentale des droits de l'homme et du citoyen, et surtout de la dignité. Donc nous devons apporter l'éducation, et qui est là que les gens qui sont là au pouvoir, qui se battent, vous perdez votre temps. Vous êtes en train de détruire l'Afrique sous prétexte de Kagame, de Rwandais, de Martin Fayulu, et de Tshisekedi, de Kamere, de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba, de Sassou Nguesso, Idriss Déby, Ali Bongo, Paul Biya, Maurice Kamto, Idriss Déby, Faustin Touadéra, et tout, compagnon, tourne là, non. Trouver des synthèses pour d'abord récupérer la sous-région, qui est la plus riche du continent. Notre bassin attire des convoitises parce qu'il réserve 60% des minéraux et des terres rares. Je vous dis que le pétrole, d'ici 2050, c'est fini. Tout l'enjeu devient sur ces terres rares qui regroupent beaucoup de minéraux qui sont nécessaires aux technologies civiles et militaires stratégiques actuelles et de demain. On parle de voitures électriques, on parle d'énergie et autres. Tout ça, c'est contenu dans ces terres rares-là. Et c'est ça les technologies de demain, en intégrant des dimensions écologiques. Donc si nous ne protégeons déjà pas nos écosystèmes, mais alors là, nous aurons déjà des impacts pour nous-mêmes à cette échelle-là. Mais aussi des impacts au niveau des bouleversements majeurs, parce que le bassin du Congo, qui est l'Amazonie de l'Afrique, mais régule le climat planétaire. Et quand les cyclones arrivent aux Grandes Antilles et aux États-Unis, ils naissent où? Dans le golfe de Guinée. Et qui retient ces trucs-là dans le système de gravitation universelle et des mécanismes de la rotation de la Terre liés à tous ces phénomènes qui sont d'abord astrophysiques, mais aussi physiques et chimiques, et biologiques aussi, parce qu'il y a les forêts. Mais comment réguler ça et comprendre que nous avions tout à gagner dans ces écosystèmes globaux? Nous sommes là, nous protégeons un écosystème au bénéfice de l'humanité. Donc, l'intérêt que pour inventer le présent et le futur, il faut tout justement protéger l'humain et la nature.
Donc, le biomimétisme, l'art de copier la nature, devient l'enjeu. Que ce soit à l'échelle d'abord humaine et aussi de ces écosystèmes qui sont parmi nous. Ils sont océaniques, ils sont terrestres, ils sont aussi de l'infiniment petit à l'infiniment grand. En passant par les sociétés, cultures et civilisations. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.